Les sirènes déchiraient la nuit de Belleville, leurs hurlements rauques se mêlant au crépitement vorace des flammes qui léchaient la façade fissurée du vieil immeuble. L'air, lourd et moite sous un ciel d'orage estival, se saturait d'une odeur âcre de plastique brûlé et de suie, une nappe suffocante qui piquait la gorge et les yeux. Thomas, le casque lourd sur la tête, sentait le poids de son équipement se fondre dans la chaleur infernale qui irradiait déjà à travers sa tenue inifugée. Le chaos était total, des silhouettes paniquées se pressaient derrière le cordon de sécurité, tandis que le feu, entité vivante et rugissante, projetait des ombres dansantes sur les murs lépreux. Chaque inspiration était un effort, chaque battement de cœur une alerte. Il s'engouffra dans l'entrée, la visibilité réduite à néant par la fumée dense qui tourbillonnait comme un voile noir. Se fiant à son instinct et à la carte mémorisée du bâtiment, Thomas progressait à tâtons, la lance à incendie à portée de main, le cœur martelant contre ses côtes. Tom, état des lieux, on a des infos sur des victimes potentielles au second, mais rien de confirmé. La voix de Sophie, sa capitaine, crépita dans son oreillette, empreinte d'une urgence froide et calculée. Thomas répondit d'un grognement, ses yeux cherchant à percer l'opacité. Le plancher gémissait sous ses bottes, chaque pas une prière silencieuse pour la stabilité d'une structure déjà agonisante. Le danger était palpable, une bête invisible et affamée. La chaleur montait par vagues, transformant chaque couloir en un brasier insupportable, malgré la protection de son équipement. Le crépitement du bois qui brûlait, et le fracas des objets qui cédaient sous la chaleur, formaient une symphonie macabre autour de lui. Au milieu de ce vacarme infernal, un éclair fugace traversa l'esprit de Thomas, l'image d'une petite robe rouge, d'un visage apeuré. Était une cicatrice ancienne, toujours vive, qui le rongeait à chaque mission similaire. Il secoua la tête, repoussant le souvenir intrusif, se concentrant sur le chemin à suivre. Pas maintenant. Il devait avancer, mètre après mètre, dans cet enfer qui menaçait de l'engloutir tout entier. C'est alors, au détour d'un palier à moitié effondré, que son regard perça un instant la fumée. Là, au milieu des décombres fumants d'une pièce calcinée, un spectacle irréel se dessina, un petit bras pâle et fragile, dépassant d'un amas de gravats. Thomas s'immobilisa, le souffle coupé, le temps semblant se suspendre un instant. Pas de cri, pas de mouvement, juste ce bras inerte, défiant l'horreur ambiante. Une piqûre vive lui traversa le dos, la douleur lancinante de sa vieille blessure se réveillant avec une force inouïe. « Sophie, j'ai un bras, c'est un enfant. Au second, secteur cuisine. » Sa voix était rauque, à peine audible, chargée d'une émotion qu'il s'efforçait de contenir. Le bras appartenait à un enfant à peine 2 ans, Léo, piégé suite à l'explosion d'une cuisine qui avait fait céder une partie du plafond. Ses parents, absents quelques minutes seulement, avaient laissé une fenêtre ouverte sur l'horreur. Thomas distinguait à peine la silhouette minuscule, recouverte de suie. Mais la fragilité de ce membre tendu racontait à elle seule la détresse de la situation. Le silence de l'enfant était assourdissant, un contraste saisissant avec le rugissement du feu. Thomas sentait la structure vaciller, le sol trembler sous ses pieds. Chaque seconde comptait, le feu gagnait du terrain, dévorant l'oxygène et menaçant de réduire en cendres ce qui restait de l'immeuble. Thomas commença à dégager les débris autour du bras, sentant la chaleur intense irradier des poutres encore fumantes. Le bois craquait, la pierre s'effritait, rendant chaque mouvement périlleux. Il devait être délicat, mais rapide. La structure est instable, Tom, attention aux effondrements. La voix de Sophie résonna de nouveau, comme un avertissement spectral. Thomas acquiesça, bien qu'il sache qu'il ne pouvait pas ralentir. L'image de ce petit bras frêle le hantait, le poussant à ignorer la douleur et la fatigue. Il devait atteindre l'enfant, coûte que coûte. Le temps était leur ennemi le plus implacable, le feu leur geôlier sans pitié. Soudain, un craquement assourdissant rompit le vacarme ambiant, suivi d'une explosion secondaire qui fit trembler tout l'immeuble. Un mur entier s'effondra avec un fracas terrible, soulevant un nuage de poussière et de débris incandescents. La voie principale évacuation, déjà précaire, était désormais totalement bloquée. Thomas fut projeté en arrière par l'onde de choc, son casque heurtant violemment une poutre. La communication avec Sophie devint intermittente, des grésillements sporadiques remplaçant ses ordres. Le sentiment d'isolement s'intensifia, l'aile, étreignant comme une étreinte glaciale au milieu des flammes. Il était seul, ou presque, face à la destruction. Le souffle court, Thomas se releva, le corps endolori, mais l'esprit vif. La fumée était encore plus épaisse, l'air plus irrespirable. Il jeta un coude, œil désespéré autour de lui. La cour intérieure, un labyrinthe de gravats et de poutres tordues, semblait être la seule alternative, mais elle était encore plus dangereuse,
jonché de débris, et menaçant de s'effondrer à tout moment. Il n'avait plus de contact radio fiable. Léo était toujours là, immobile, à quelques mètres. Comment allait-il pouvoir le sortir de cet enfer, maintenant que la voie était bloquée et que la structure entière semblait prête à céder? Le véritable combat ne faisait que commencer. Thomas, malgré la douleur lancinante dans son dos, se traîna vers l'amas de débris où le petit bras de Léo émergeait, un phare blafard dans l'obscurité fuligineuse. La chaleur était une paroi invisible, suffocante, qui brûlait sa peau même à travers son équipement ignifugé. Chaque inspiration ramenait l'odeur âcre du plastique fondu et du plâtre calciné, une substance corrosive qui irritait ses poumons. Il s'agenouilla avec précaution, sentant le sol trembler sous lui, le crépitement du feu tout proche, un rappel constant de sa présence vorace. Ses doigts gantés, hésitant un instant, cherchèrent à évaluer le lent état de l'enfant, mais la visibilité était quasi nulle. Le silence de Léo était assourdissant, un linceul de terreur, contrastant avec le vacarme de l'enfer autour d'eux. Dégager l'enfant s'annonçait comme un défi herculéen. Des poutres tordues, des briques calcinées et des morceaux de plaque-au-plâtre s'entassaient autour de Léo, formant une prison de décombres. Thomas tenta de bouger une dalle de béton, mais elle était trop lourde, trop instable. Un grincement sinistre résonna au-dessus de lui, le faisant lever les yeux vers le plafond noirci qui menaçait de céder à tout moment. Est-ce que cette tentative allait se solder par un nouvel échec, une autre petite vie perdue sous ses yeux impuissants? La pensée le foudroya, ravivant la vieille blessure, mais il la repoussa, avec une détermination farouche. Il ne pouvait pas se permettre de flancher, pas maintenant. Léo dépendait de lui, entièrement, dans ce piège ardent. Le voyant de son appareil respiratoire clignota soudainement, un signal d'alerte rouge clignotant dans le coin de son champ de vision. L'air dans sa bouteille diminuait plus vite que prévu, la chaleur intense accélérant sa consommation. « Sophie, tu me reçois ? Problème d'air, et la voix est toujours bloquée, » murmura-t-il dans son micro. Mais seule une série de crépitements statiques lui répondit. La communication était rompue. L'isolement le submergea, elle, étouffant presque autant que la fumée qu'Isès, épaississait, piquant ses yeux et sa gorge. Le rugissement du feu semblait se rapprocher, plus vorace, plus menaçant, dévorant l'oxygène rare. Le temps N était plus une contrainte, mais un bourreau implacable. Ses yeux balayèrent les débris à la recherche de quoi que ce soit qui puisse l'aider, ses muscles tendus, sa respiration sifflante. Un morceau de ferraille tordu, ressemblant à une barre à mine improvisée, attira son regard. Avec un effort surhumain, il le dégagea d'un tas de gravats encore fumants. Ce N était pas l'idéal, mais C était mieux que rien. Il l'utilisa pour tenter de faire levier sur une poutre de bois qui retenait une grande partie des débris autour de Léo. Les muscles de ses bras tendus à l'extrême. Il sentit la poutre céder légèrement, un infime mouvement, mais une étincelle d'espoir. Chaque petite victoire comptait dans cet enfer, une lueur fragile dans l'obscurité grandissante. Pouvait-il vraiment créer une ouverture suffisante? Alors qu'il forçait, le bout de son gant effleura la main de Léo, et là, un mouvement. Un frémissement minuscule, presque imperceptible, mais indéniable. La petite main se crispa très légèrement, comme si elle cherchait un appui. Une présence rassurante. Thomas s'arrêta net, le cœur battant la chamade. Une secousse électrique traversant son corps. L'enfant était vivant, conscient. « Léo, tu m'entends ?» Sa voix était un murmure rauque, empli d'une tendresse inattendue au milieu du chaos. Il n'y eut pas de réponse verbale. Mais ce petit geste, cette preuve de vie, fut une bouffée d'air frais dans l'atmosphère irrespirable. Une connexion silencieuse, mais puissante, venait de S, établir, un lien fragile mais vital dans le brasier. La chaleur, le manque d'oxygène et l'effort physique commençaient à avoir raison de lui. Sa respiration était courte, saccadée, le souffle sifflant dans son masque. Une sueur froide perla sous son casque, se mêlant à la suie et à la poussière qui s'accrochait à sa peau. Ses muscles hurlaient, ses poumons brûlaient, chaque mouvement une agonie. Il sentait la fatigue s'insinuer dans chaque fibre de son corps, menaçant de le faire plier. Combien de temps pouvait-il tenir encore dans cette fournaise? Chaque seconde passée ici réduisait les chances de Léo, et les siennes. Le feu, lui, ne connaissait pas la fatigue. Il continuait son œuvre de destruction, avec une implacable efficacité. Y avait-il une limite à ce qu'un homme pouvait endurer? Encouragé par le léger mouvement de Léo, Thomas redoubla d'efforts, puisant dans des réserves insoupçonnées. Il réussit à dégager quelques briques supplémentaires, créant une petite cavité autour du torse de l'enfant. Léo, avec une force insoupçonnée pour son âge, tenta de bouger sa petite épaule, comme pour l'aider à se libérer. Ce N était qu'un infime déplacement, mais C était une collaboration, une volonté de vivre qui électrisa Thomas.
Le cœur de Thomas gonfla d'une détermination renouvelée. Il devait le sortir de là, coûte que coûte. Mais un grincement plus fort, plus profond, résonna, suivi d'un craquement sec et inquiétant, juste au-dessus d'eux. La structure ne tiendrait pas éternellement, était une certitude glaçante. Alors qu'il pensait avoir dégagé suffisamment d'espace pour commencer à tirer Léo, sa main gantée heurta une surface métallique brûlante et rigide, cachée sous les dernières couches de débris. Était une poutre en acier tordu, tombée du plafond, qui, était logée en diagonale, bloquant complètement l'accès au reste du corps de Léo. Impossible de la bouger seule, même avec la barre de ferraille qu'il avait trouvée. Un obstacle imprévu, massif, qui anéantissait d'un coup ses progrès et sa fragile espérance. La panique tenta de s'emparer de lui, une angoisse froide au milieu des flammes. Comment allait-il pouvoir dégager cette masse d'acier, sans risquer d'aggraver la situation ou de provoquer un effondrement fatal? Le véritable enfer ne faisait que commencer, plus insidieux, plus cruel. La poutre d'acier, tordue et incandescente, était un mur infranchissable, son poids écrasant la fragile espérance de Thomas. Alors qu'il tentait de la sonder du bout de son gant, un grondement sourd, plus profond et plus sinistre que les craquements habituels, résonna depuis les entrailles de l'immeuble. La poussière éleva en un nuage suffocant, et une secousse violente fit vaciller le sol sous ses pieds, projetant des étincelles incandescentes dans l'obscurité. Était un effondrement partiel, non loin, peut-être une autre section du plafond, ou pire, une poche de gaz qui venait d'exploser. L'air devint plus dense, plus chaud, chargé d'une nouvelle odeur métallique, piquante. Léo, toujours prisonnier, semblait encore plus petit, plus vulnérable, face à cette nouvelle manifestation de la fureur destructrice. Le cœur de Thomas s'emballa, chaque battement une alerte rouge. Comment allait-il pouvoir combattre un ennemi aussi imprévisible et omniprésent? Le vacarme assourdissant des décombres qui tombaient se mêla au sifflement strident de l'air échappant de son appareil respiratoire, le voyant rouge clignotant avec une insistance macabre. Au milieu de ce chaos sensoriel, une voix lointaine, à peine audible, crépita dans son oreillette des bribes de mots. Autre victime. Sous-sol. Besoin de renfort. Point. La priorité extérieure était claire, mais Thomas ne pouvait pas détourner son regard de Léo. Ce petit bras, cette fragilité silencieuse, le liait à cet enfant d'une manière indéfectible. Il serra les dents, ses yeux balayant la pièce dévastée. Non. Il ne pouvait pas abandonner Léo. Sa décision était prise, gravée dans l'urgence brûlante de l'instant, quitte à désobéir et à augmenter son propre risque. Le sort de cet enfant, et peut-être une part de sa propre rédemption, se jouait ici, entre les flammes et la mort. La poutre d'acier restait un obstacle infranchissable, mais Thomas ne pouvait pas se permettre d'être vaincu. Ses mains gantées explorèrent frénétiquement les bords, cherchant la moindre prise, la plus petite faille dans sa rigidité. La chaleur était devenue une entité physique, pressant contre lui, suçant l'air de ses poumons à chaque respiration laborieuse. Le voyant de son manomètre s'affolait, le niveau d'oxygène chutant à une vitesse alarmante. Le feu, tel un prédateur affamé, changeait de direction, ses flammes léchant maintenant le plafond juste au-dessus de leur tête, projetant des ombres dansantes sur les décombres. Une nouvelle stratégie s'imposait, une qui demanderait une audace folle et une précision chirurgicale. Thomas était-il prêt à franchir cette limite, à défier les lois de la survie pour un espoir infime? En se penchant pour tenter de glisser ses doigts sous la poutre, Thomas effleura à nouveau la petite main de Léo. Cette fois, la sensation fut différente. Sous le gant, il sentit la texture d'un petit objet serré fermement dans la paume de l'enfant. Avec une délicatesse inattendue, il réussit à le glisser. Une miniature en plastique, une petite figurine de pompier, maculée de suie mais reconnaissable. Un frisson parcourut l'aile, échine de Thomas. Un jouet d'enfant, une effigie de sa propre profession, tenue comme un talisman de sécurité. Pourquoi cette image particulière? Était-ce une coïncidence cruelle ou un signe du destin? L'enfant, même dans son silence, semblait lui tendre un miroir déformé de son propre passé, ravivant la douleur de Lmel, échec d'antan. Ce petit pompier en plastique, symbole d'innocence et de vulnérabilité, pesait soudain d'un poids immense dans sa main. Le silence radio fut de nouveau brisé par une rafale de grésillements et une voix féminine, celle de Sophie, plus pressante que jamais. « Tom ! On a une lecture de fumée critique. La ventilation est compromise. L'immeuble ne tiendra pas plus de 15 minutes. Tu me reçois ? Répète. Tom, tu es où ? La panique latente dans sa voix était une lame froide transperçant le cœur de Thomas. 15 minutes. Un délai irréellement court pour une situation aussi complexe. Eto se resserrait, la pression extérieure s'ajoutant à l'enfer qu'il affrontait déjà. Il tenta de répondre,
mais seul un sifflement rauque sortit de son masque. Coupé du monde, il était le seul rempart entre Léo et la destruction totale. Comment pouvait-il extraire l'enfant avant que cette horloge mortelle n'atteigne 0? Le compte à rebours avait commencé, impitoyable. La poutre d'acier était inamovible, mais la figurine de pompier serrée dans sa main lui donna une idée folle, une étincelle de désespoir. Il ne pouvait pas déplacer l'obstacle, mais peut-être pouvait-il le contourner. Son regard se posa sur une petite ouverture, à peine visible, derrière la poutre tordue, menant vers ce qui semblait être une ancienne cheminée, ou un conduit d'aération effondré. C était un passage étroit, instable, certainement rempli de débris et de suie, mais C était la seule voie possible. Il devrait d'abord élargir l'orifice, risquant un nouvel effondrement. Le danger était immense, chaque mouvement pouvant provoquer un effet domino fatal. Mais Léo était là, fragile, sa petite figurine de pompier comme un appel silencieux. Thomas n'avait pas le choix. Il devait prendre ce risque insensé, même si cela signifiait plonger plus profondément dans l'abîme. La chaleur était devenue insupportable, le plastique de son casque commençant à ramollir par endroits, l'odeur âcre se mêlant à celle du sang qui battait dans ses tempes. Chaque inspiration était une torture, ses poumons brûlants implorant de l'air frais qu'il ne pouvait leur offrir. La sueur salée ruisselait sur son visage, se mélangeant à la suie, brouillant sa vision. Il sentait la fatigue s'accrocher à chaque muscle, menaçant de le faire chuter. L'image de la petite robe rouge, ce souvenir lancinant, se superposait à celle de Léo, le petit pompier serré dans sa main. Cette fois, il ne pouvait pas échouer. Il ne le ferait pas. Mais les craquements au-dessus de lui s'intensifiaient. Des fragments de plâtre tombaient, comme des larmes de pierre, annonçant l'inévitable. Combien de temps avant que tout ne s'écroule, les engloutissant tous les deux? Avec la barre de ferraille qu'il avait trouvée, Thomas commença à forcer l'ouverture du conduit d'aération, chaque coup résonnant comme un glas dans le vacarme du feu. La poussière et les débris s'effondrèrent autour de lui, l'enveloppant dans un nuage suffocant. Il sentit la structure fléchir dangereusement, des fissures apparaissant sur les murs noircis. Alors qu'il s'apprêtait à y glisser Léo, un bruit assourdissant déchira l'air, plus fort que tout ce qu'il avait entendu jusqu'alors. Un pan entier du plafond, juste au-dessus de l'ouverture qu'il venait de créer, se détacha avec un fracas terrifiant, s'effondrant directement sur le conduit. Une pluie de gravats et de flammes s'abattit sur l'unique issue, la scellant instantanément. Thomas fut projeté en arrière, l'air arraché de ses poumons, la vision troublée. Ils étaient piégés. Totalement. La déflagration le projeta contre le mur calciné, un impact brutal qui secoua chaque os de son corps déjà endolori. Une pluie de gravats s'abattit, soulevant un nuage de poussière et de suie dense qu'il en fut aveuglé, ses poumons hurlant contre l'intrusion corrosive. Le conduit d'aération, son unique espoir, était désormais enseveli sous une montagne de débris fumants, le scellant comme un tombeau. Thomas se sentit écrasé, non seulement par le poids des pierres, mais par une vague de désespoir glacial, qui le submergea au milieu de cette fournaise. Ils étaient piégés, sans issue visible. Le silence qui suivit l'effondrement fut plus terrifiant que le vacarme, un vide assourdissant qui amplifiait son isolement. Comment allait-il pouvoir s'extirper de ce piège mortel? Et surtout, comment allait-il sauver Léo? La poussière, lourde et asphyxiante, mettait un voile opaque sur la scène, réduisant la visibilité à quelques centimètres. Thomas toussa, un râle sec et douloureux, cherchant désespérément la silhouette de Léo. Où était l'enfant? Avait-il été touché par la chute des débris? La panique lui serra la gorge, un étau invisible. Il tendit un bras tremblant, balayant l'espace autour de lui, ses doigts gantés cherchant à tâtons dans le chaos. Le cœur de Thomas battait la chamade, une cadence folle dans ses tempes. Ne pas le voir, même un instant, réveillait des peurs ancestrales, la terreur de l'île, échec, le souvenir de cette petite robe rouge qui le hantait. L'image de Léo, si fragile, se superposait à celle de la fillette perdue. Puis, sous le voile de suie et de poussière, il aperçut la petite figurine de pompier, étincelle de couleur dans le gris ambiant, et juste à côté, un fragment du bras de Léo. L'enfant était toujours là, mais il semblait encore plus recroquevillé, plus profondément enseveli sous les nouvelles couches de gravats. Le feu, comme s'il sentait leur désespoir, redoubla d'ardeur. Des flammes léchaient maintenant une poutre en bois juste au-dessus d'eux, projetant des ombres gigantesques et dansantes sur les murs lézardés. Le manomètre de son appareil respiratoire hurlait son alerte, la petite aiguille rouge flirtait dangereusement avec le 0. Le dilemme le frappait de plein fouet. Tenter une manœuvre de sauvetage folle, ou attendre des secours qui ne viendraient peut-être jamais? Dans cet enfer de feu et de fumée, des bribes de la voix de Sophie crépitèrent à nouveau dans son oreillette, plus faible, plus hachée, presque inintelligible. Tom, zone B, effondrement majeur. Antoine, blessé, sous-sol. Besoin de renfort. Évacué. Le message était clair.
La situation à l'extérieur était également critique. Elle, équipe était dispersée, submergée. Il ne pouvait pas venir le chercher. Thomas serra les poings, la rage et l'impuissance se mêlant à la chaleur suffocante. Il était seul. Vraiment seul. La priorité était désormais ailleurs, mais son cœur refusait d'abandonner Léo. Le protocole dictait le repli, la prudence, mais son instinct, nourri par la culpabilité et l'urgence, lui criait de continuer. Le coût émotionnel de cette mission commençait à peser lourdement, plus lourd que son équipement, plus lourd que les décombres. Chaque effort, chaque seconde, ravivait la blessure de son passé, le poussant dans ses retranchements. La claustrophobie s'intensifiait, le petit espace de plus en plus confiné par les gravats, et le feu qui se rapprochait, menaçant de les engloutir. Il sentait l'air épuisé, chaque inspiration devenant une lutte douloureuse, ses poumons brûlants. Revenir en arrière, signifiait laisser Léo à son sort, une image qu'il ne pouvait pas supporter. Mais avancer signifiait défier la mort, seul, sans aucune certitude de succès. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais d'épuisement et de ce choix déchirant. Thomas balaya du regard l'espace minuscule où ils étaient piégés, ses yeux cherchant désespérément la moindre fissure, la plus petite brèche dans cette prison de pierre et d'acier. Le sol était jonché de gravats, de fils électriques dénudés et de morceaux de verre brisés, rendant chaque mouvement périlleux. La chaleur intense irradiait de chaque surface, transformant l'air en un liquide brûlant. Il tenta de forcer un petit interstice entre deux poutres tordues, espérant y trouver un passage, mais elles étaient trop lourdes, trop ancrées. Le feu rugissait maintenant juste derrière un mur mitoyen, sa chaleur transperçant la pierre, signalant sa progression inexorable. L'air, vicié et raréfié, piquait sa gorge et ses yeux, brouillant sa vision. « Léo, mon petit, accroche-toi » murmura Thomas sa voix rauque, à peine audible sous son masque. Il ne pouvait pas attendre. L'appel de Sophie avait scellé son destin et celui de l'enfant. Il devait agir, même si, était insensé. Son instinct, nourri par cette connexion silencieuse avec Léo, était son seul guide désormais. Il se pencha vers l'enfant, ignorant la douleur fulgurante de son dos, et commença à écarter les débris à main nue, ses gants épais le protégeant à peine de la chaleur des pierres. Chaque mouvement était un effort surhumain, chaque parcelle de gravat déplaçait une victoire minuscule contre l'implacable destruction. Il n'y avait plus de protocole, seulement la volonté de sauver. Alors qu'il dégageait les dernières briques autour de Léo, un craquement sinistre résonna juste au-dessus d'eux, plus fort, plus profond que tout ce qu'il avait entendu jusqu'alors. Le plafond, déjà fragilisé, commença à s'affaisser visiblement, des fissures se propageant à une vitesse alarmante. Une nouvelle poche de flamme jaillit du mur mitoyen, léchant l'espace qui se réduisait comme une gueule affamée. La température monta d'un cran, suffocante, insoutenable. Le voyant d'air de Thomas clignotait frénétiquement, sonnant le glas de son temps restant. Ils étaient désormais pris au piège non seulement des décombres, mais aussi d'un effondrement imminent, et d'un brasier qui allait les consumer. Le véritable compte à rebours venait de commencer. Impitoyable. La déflagration l'avait projeté contre le mur calciné. Un impact brutal qui secoua chaque os de son corps déjà endolori. Une pluie de gravats s'abattit, soulevant un nuage de poussière et de suie si dense qu'il en fut aveuglé, ses poumons hurlant contre l'intrusion corrosive. Le conduit d'aération, son unique espoir, était désormais enseveli sous une montagne de débris fumants, le scellant comme un tombeau. Thomas se sentit écrasé, non seulement par le poids des pierres, mais par une vague de désespoir glacial qui le submergea au milieu de cette fournaise. Ils étaient piégés, sans issue visible. Le silence qui suivit l'effondrement fut plus terrifiant que le vacarme, un vide assourdissant qui amplifiait son isolement. Comment allait-il pouvoir s'extirper de ce piège mortel, et surtout, comment allait-il sauver Léo? La poussière, lourde et asphyxiante, mettait un voile opaque sur la scène, réduisant la visibilité à quelques centimètres. Thomas toussa, un râle sec et douloureux, cherchant désespérément la silhouette de Léo. Où était l'enfant? Avait-il été touché par la chute des débris? La panique lui serra la gorge, un étau invisible. Il tendit un bras tremblant, balayant l'espace autour de lui, ses doigts gantés cherchant à tâtons dans le chaos. Le cœur de Thomas battait la chamade, une cadence folle dans ses tempes. Ne pas le voir, même un instant, réveillait des peurs ancestrales, la terreur de l'eau, échec, le souvenir de cette petite robe rouge qui le hantait. L'image de Léo, si fragile, se superposait à celle de la fillette perdue. Puis, sous le voile de suie et de poussière, il aperçut la petite figurine de pompier, étincelle de couleur dans le gris ambiant, et juste à côté, un fragment du bras de Léo. L'enfant était toujours là,
mais il semblait encore plus recroquevillé, plus profondément enseveli sous les nouvelles couches de gravats. Un petit gémissement, à peine audible, au var, échappa de ses lèvres, une preuve de douleur qui transperça Thomas. Le feu, comme s'il sentait leur désespoir, redoubla d'ardeur. Des flammes léchaient maintenant une poutre en bois juste au-dessus d'eux, projetant des ombres gigantesques et dansantes sur les murs lézardés. Le manomètre de son appareil respiratoire hurlait son alerte, la petite aiguille rouge flirtait dangereusement avec le zéro. Le dilemme le frappait de plein fouet. Tenter une manœuvre de sauvetage folle, ou attendre des secours qui ne viendraient peut-être jamais? Dans cet enfer de feu et de fumée, des bribes de la voix de Sophie crépitèrent à nouveau dans son oreillette, plus faibles, plus hachées, presque inintelligibles. Tom, zone B, effondrement majeur. Antoine, blessé. Sous-sol. Besoin de renfort, évacué. Le message était clair. La situation à l'extérieur était également critique. Elle, équipe était dispersée, submergée. Il ne pouvait pas venir le chercher. Thomas serra les poings, la rage et l'impuissance, se mêlant à la chaleur suffocante. Il était seul, vraiment seul. La priorité était désormais ailleurs, mais son cœur refusait d'abandonner Léo. Le protocole dictait le repli, la prudence, mais son instinct, nourri par la culpabilité et l'urgence, lui criait de continuer. Cette fois, il ne laisserait personne derrière. Le coût émotionnel de cette mission commençait à peser lourdement, plus lourd que son équipement, plus lourd que les décombres. Chaque effort, chaque seconde, ravivait la blessure de son passé, le poussant dans ses retranchements. La claustrophobie s'intensifiait, le petit espace de plus en plus confiné par les gravats et le feu qui se rapprochait, menaçant de les engloutir. Il sentait l'air épuisé, chaque inspiration devenant une lutte douloureuse, ses poumons brûlants. Revenir en arrière signifiait laisser Léo à son sort, une image qu'il ne pouvait pas supporter. Mais avancer signifiait défier la mort, seul, sans aucune certitude de succès. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais d'épuisement et de ce choix déchirant. Son regard se posa sur Léo, les yeux de l'enfant rivés sur lui, un mélange de terreur et de confiance. Thomas balaya du regard l'espace minuscule où ils étaient piégés, ses yeux cherchant désespérément la moindre fissure, la plus petite brèche dans cette prison de pierre et d'acier. Le sol était jonché de gravats, de fils électriques dénudés et de morceaux de verre brisés, rendant chaque mouvement périlleux. La chaleur intense irradiait de chaque surface, transformant l'air en un liquide brûlant. Il sentait l'enfant frissonner légèrement sous ses doigts, malgré la chaleur accablante. Soudain, son regard s'arrêta sur une section du plancher, juste sous la poutre d'acier tordue, qui semblait avoir été moins touchée par l'effondrement précédent. Une petite fissure serpentait le long d'une dalle. Et si la sortie N était pas en haut, mais en bas? Léo, mon petit. Accroche-toi, murmura Thomas à sa voix rauque, à peine audible sous son masque. Il ne pouvait pas attendre. L'appel de Sophie avait scellé son destin et celui de l'enfant. Il devait agir, même si était insensé. Son instinct, nourri par cette connexion silencieuse avec Léo, était son seul guide désormais. Il se pencha vers l'enfant, ignorant la douleur fulgurante de son dos, et commença à écarter les débris à main nue, ses gants épais, le protégeant à peine de la chaleur des pierres. Chaque mouvement était un effort surhumain, chaque parcelle de gravat déplaçait une victoire minuscule contre l'implacable destruction. Il n'y avait plus de protocole, seulement la volonté de sauver. Léo, avec un courage inouï, tenta de bouger sa jambe, comme pour l'aider, ses petits yeux fixés sur Thomas. Alors qu'il dégageait les dernières briques autour de Léo, un craquement sinistre résonna juste au-dessus d'eux, plus fort, plus profond que tout ce qu'il avait entendu jusqu'alors. Le plafond, déjà fragilisé, commença à s'affaisser visiblement, des fissures se propageant à une vitesse alarmante. Une nouvelle poche de flammes jaillit du mur mitoyen, léchant l'espace qui se réduisait comme une gueule affamée. La température monta d'un cran, suffocante, insoutenable. Le voyant d'air de Thomas clignotait frénétiquement, sonnant le glas de son temps restant. Ils étaient désormais pris au piège non seulement des décombres, mais aussi d'un effondrement imminent et d'un brasier qui allait les consumer. Le véritable compte à rebours venait de commencer, impitoyable, alors que Thomas, d'un coup de pied désespéré, enfonça la dalle de plancher fissurée, les entraînant tous deux dans les ténèbres béantes du sous-sol. La chute fut un chaos d'ombres tourbillonnantes et de débris projetés, l'impact final arrachant un grognement de douleur à Thomas, alors qu'il heurtait le sol humide et froid du sous-sol. L'air, déjà raréfié, devint une purée âcre et suffocante, chargée de poussière, de suie et d'une odeur de terre mouillée, de moisissure ancienne et de brûlé. Son casque, bien que lourd, avait amorti le choc, mais son dos hurlait,
ravivant la cicatrice de sa vieille blessure avec une intensité insupportable. Autour de lui, le silence soudain, seulement brisé par le sifflement de son propre souffle et le crépitement lointain du brasier au-dessus, était plus oppressant que le vacarme précédent. Où était Léo? Avait-il survécu à cette descente forcée dans les entrailles de l'immeuble? La culpabilité, poignante, le saisit. Avait-il, dans sa quête désespérée de sauver, précipité l'enfant vers une fin encore plus sombre? Le noir absolu, épais comme un linceul, les enveloppait, rendant chaque seconde incertaine. Thomas se releva avec difficulté, chaque muscle protestant, sa vision brouillée par la poussière et la fatigue. Il tendit un bras tremblant dans l'obscurité, cherchant Léo, dont la petite main avait si fermement serré son doigt quelques instants auparavant. Ses doigts gantés effleurèrent enfin une surface douce et fragile. L'Aulseil, épaule de l'enfant. Léo était là, recroquevillé. Un petit gémissement de douleur cesse, échappant de ses lèvres. Thomas s'agenouilla près de lui, sa lampe frontale balayant l'espace confiné, révélant un visage maculé de suie, les yeux grands et terrifiés, mais ouverts. « Ça va aller, mon petit, je suis là », murmura Thomas, sa voix un filet rauque. Il posa une main délicate sur le front de Léo, vérifiant l'absence de blessure visible, un contact réconfortant dans cet enfer, tentant de calmer les battements frénétiques de son propre cœur. Il fallait trouver une issue, et vite. Épuisement de Thomas, était une vague qui le submergeait, lourde et glaciale, malgré la chaleur étouffante qui irradiait du plafond instable. Chaque inspiration était un effort, le voyant rouge de son manomètre clignotant avec une insistance macabre. La petite figurine de pompier, toujours serrée dans la main de Léo, rappelait à Thomas la fragilité de la vie et le poids de sa promesse silencieuse. Il sentait la présence de l'enfant à ses côtés, une confiance aveugle qui le rongeait autant qu'elle le motivait. La voix de Sophie, l'image de son regard déterminé, traversa son esprit, un éclair de regret. Que pensait-elle de ses choix? Avait-il trahi sa confiance en s'enfonçant ainsi? Peu importait désormais. Seul Léo comptait, son regard pur, son silence désarmant. Le sous-sol était un labyrinthe de tuyaux rouillés, de gravats humides et de poutres tordues, un piège bien plus dangereux que l'étage supérieur. L'air, saturé d'humidité et d'une odeur de moisi, rendait la respiration plus difficile encore, se mêlant à la suie et à l'odeur persistante de brûlé qui filtrait d'en haut. Thomas balaya les murs de sa lampe, ses yeux cherchant désespérément la moindre fissure, la plus petite échappatoire. Mais chaque direction semblait bloquée, chaque recoin un cul-de-sac. Le grondement du feu au-dessus d'eux s'intensifia, des craquements sinistres résonnant à travers le plancher effondré, comme un monstre qui se rapprochait, prêt à les dévorer. Le temps jouait contre eux, sa course inexorable les poussant vers l'inéluctable. Le sifflement de son appareil respiratoire se fit plus aigu, signalant un niveau d'air dangereusement bas. Thomas vérifia son manomètre d'une main tremblante. L'aiguille rouge flirtant avec la zone critique, le temps lui était compté, implacablement. Il tenta d'activer sa radio, mais seuls des grésillements statiques répondirent, le coupant définitivement du monde extérieur, de Sophie, de tout espoir d'aide. Un sentiment d'abandon le submergea, l'aile, étreignant de son étreinte glaciale au milieu des flammes. Il était seul, avec cet enfant vulnérable, face à la destruction imminente. Avait-il fait le bon choix en plongeant dans cet abîme? Le doute, insidieux, commençait à ronger sa détermination, menaçant de le faire flancher. Soudain, un sifflement anormal, plus aigu que l'air de sa bouteille, se fit entendre, suivi d'un clapotis régulier. L'eau. Une conduite d'eau, fragilisée par le choc, venait de céder. Un filet d'eau glaciale commença à écouler le long du mur, puis se transforma rapidement en un jet puissant, inondant le sol du sous-sol. L'eau, à première vue une bénédiction contre le feu, devint un nouvel ennemi. Elle se mêlait à la poussière et à la suie, formant une boue épaisse et glissante, recouvrant les fils électriques dénudés et rendant chaque mouvement périlleux. Le niveau montait rapidement, et l'odeur métallique de l'eau rouillée s'ajoutait au mélange suffocant. Un autre obstacle inattendu, une nouvelle menace, qui s'ajoutait à la liste déjà longue de leurs bourreaux. Thomas, le corps endolori, mais l'esprit vif, se précipita vers la fuite d'eau, tentant de la colmater avec un morceau de tôle arraché. Ses mains gantées glissaient sur la surface mouillée, ses muscles tendus à l'extrême. Léo blotti contre un pilier le regardait, ses petits yeux fixés sur chaque mouvement de Thomas, comme s'il cherchait une réponse dans ses gestes frénétiques. L'enfant, avec une détermination silencieuse, tendit son bras vers un coin sombre du sous-sol, faisant un petit son dans sa gorge, un murmure à peine audible.
Thomas se retourna, son regard suivant la direction indiquée par Léo. Était-ce une illusion, ou y avait-il une petite ouverture, à peine visible, dissimulée derrière un amas de gravats? Un espoir ténu, fragile, comme une flamme vacillante. La chaleur, le manque d'oxygène, l'eau glaciale qui montait, et l'épuisement général de Thomas, créaient une pression insoutenable. Chaque respiration était une lutte, chaque battement de cœur une alerte. Le plafond au-dessus d'eux gémissait sous le poids du feu et des débris, des craquements plus forts que jamais annonçant une fin imminente. Ils étaient au fond d'un puits de destruction, le temps écoulant, le feu menaçant de les engloutir, et l'eau de les noyer. L'ouverture indiquée par Léo était leur dernière chance, un pari insensé contre la mort, mais Thomas savait qu'il devait la tenter. La situation était presque insoutenable, la survie un miracle qui semblait éloigné à chaque seconde. L'eau montait, glaciale, menaçant de noyer l'infime espoir qui luttait encore en lui. Le feu rugissait au-dessus, comme une bête affamée prête à dévorer les dernières miettes de leur survie. Son dos le torturait, chaque inspiration était une morsure de l'air vicié, et le voyant rouge de son manomètre clignotait avec une insistance démoniaque. Thomas sentait la défaite l'envelopper, une chape de plomb plus lourde que tous les gravats. Il avait échoué. Encore. Le même scénario, la même impuissance. Le même goût amer de cendre dans la bouche. Léo, blotti près de lui, semblait si petit, si fragile, face à l'immensité de cette catastrophe. Comment avait-il pu s'imaginer qu'il pourrait changer le cours du destin, seul, dans cet enfer qui les engloutissait? La pensée d'abandonner, de simplement fermer les yeux et laisser tout s'arrêter, traversa son esprit épuisé, un appel lointain et tentateur. L'image de la petite robe rouge, d'un éclat vif et joyeux, déchira soudain l'obscurité de son esprit. Une fillette aux boucles blondes, les yeux grands et effrayés, l'appelant d'une voix cristalline juste avant que le plafond ne cède, l'engloutissant dans un nuage de poussière et de silence. Ce jour-là, il n'avait pas été assez rapide, pas assez fort. La culpabilité, cette vieille compagne silencieuse, se manifesta avec une force renouvelée, tordant ses entrailles. La chaleur intense du sous-sol se mua en un froid glacial, celui du remords qui ne l'avait jamais quitté. Léo, avec sa petite main agrippée à son doigt, était devenu le miroir implacable de son échec passé, une seconde chance qu'il était sur le point de gâcher. Ses muscles refusaient d'obéir, ses poumons brûlaient, et le désespoir menaçait de paralyser sa volonté. Était-ce là la fin de son combat, condamné à répéter l'histoire? Le corps de Thomas tremblait, non pas de froid, mais d'une fatigue abyssale et d'une angoisse sourde. La petite ouverture que Léo avait montrée semblait dérisoire, une illusion cruelle dans cette prison de pierre. Et s'il ne faisait qu'aggraver la situation en tentant cette percée désespérée? S'il provoquait un effondrement final, les enterrant définitivement? Le protocole, la raison, lui criait de se protéger, de se replier, de ne pas ajouter une victime à la liste déjà longue des tragédies urbaines. Mais comment? La voie d'accès était bloquée, l'air venait à manquer, et Sophie, même si elle parvenait à le joindre, ne pourrait rien faire. La seule option viable était de rester, d'attendre l'inévitable, et de laisser Léo éteindre à petit feu, doucement, sans souffrance, peut-être. Cette pensée, aussi horrible soit-elle, lui traversa l'esprit comme un poignard, le faisant frissonner d'horreur. Pouvait-il vraiment envisager une telle lâcheté? Alors que Thomas s'enfonçait dans cette spirale de désespoir, une petite pression se fit sentir sur son gant. Léo, recroquevillé et tremblant, releva ses yeux embués de larmes, mais sans un son. Sa petite main, toujours agrippée à la figurine de pompier, désigna à nouveau l'ouverture, cette fois, avec une détermination silencieuse, qui défiait sa propre peur. Puis, avec une force inattendue, il tenta de pousser une petite pierre du bout de son pied, un geste minuscule mais héroïque, comme pour dire « Aide-moi, s'il te plaît, je veux vivre ». Ce haine était pas un cri, pas un pleur, mais une volonté pure, une flamme fragile, qui refusait de éteindre. Ce regard, cette détermination muette, fut un électrochoc pour Thomas, transperçant la carapace de son abattement, ravivant une étincelle presque éteinte. Comment un enfant si jeune pouvait-il montrer une telle résilience face à l'horreur absolue? Le sang de Thomas, engourdi par la fatigue et le désespoir, se remit à circuler avec une vigueur nouvelle. Ce n'était pas un simple enfant qu'il tenait dans ses bras, était une promesse, un symbole de la vie qui refusait de céder. Le souvenir de la petite robe rouge ne disparut pas, mais il fut éclipsé par la lueur d'espoir dans les yeux de Léo. « Pas cette fois, » murmura Thomas, sa voix rauque mais ferme, résonnant comme un serment dans l'obscurité. « Je ne te laisserai pas,
La douleur dans son dos, la chaleur suffocante, le manque d'air, tout cela devint secondaire. Il devait le sortir de là, pour Léo, mais aussi pour la petite fille qu'il n'avait pas pu sauver, pour apaiser cette cicatrice qui le rongeait. Cette fois, elle, Kéron, échec N, était pas une option. La rédemption était à portée de main, fragile mais réelle. Il fallait se battre, jusqu'au bout, avec chaque once de force qui lui restait. Y avait-il une autre voie que la lutte acharnée? Thomas se pencha vers l'ouverture indiquée par Léo, l'examinant avec une concentration nouvelle, ses doigts gantés sondant les bords déchiquetés. Était un passage étroit, à peine suffisant pour le petit corps de l'enfant, mais potentiellement viable s'il pouvait élargir. Il lui faudrait la barre de ferraille qu'il avait trouvée plus tôt, son unique outil dans ce champ de bataille. Le plan était risqué, chaque mouvement pouvait provoquer un nouvel effondrement, mais il n'y avait plus le choix. La montée de l'eau, glaciale et implacable, le pressait d'agir. Il devrait glisser Léo en premier, puis tenter de se frayer un chemin derrière lui, en espérant que la structure tienne. Ses poumons brûlaient, le voyant rouge de son appareil respiratoire clignotait sans relâche, mais l'adrénaline pompait dans ses veines, aiguisant ses sens. Il devait être rapide, précis, et prier pour un miracle. Le destin était-il enfin de leur côté? Avec un cri de rage et de détermination, Thomas saisit la barre de ferraille et commença à frapper les bords de l'ouverture, chaque coup résonnant douloureusement dans l'espace confiné. La poussière et les gravats volaient, se mêlant à la suie et à l'eau qui montait. Des fragments de briques calcinées se détachaient, révélant la terre humide derrière. Ses muscles hurlaient, mais il ignorait la douleur, se concentrant sur la tâche. Le feu au-dessus d'eux rugissait plus fort. Des craquements sinistres annonçant la fin imminente de l'immeuble. L'eau atteignait maintenant ses genoux, glaciale, menaçant de le submerger. Léo, blotti contre lui, tremblait, mais ses yeux restaient fixés sur Thomas, une confiance inébranlable dans son regard. Cet enfant, silencieux et fragile, était sa seule raison de continuer, sa bouée de sauveté dans ce naufrage. Il sentait la structure gémir, mais il ne pouvait pas s'arrêter, pas avant d'avoir créé une issue. Chaque seconde était une lutte contre l'anéantissement. Pouvait-il y arriver avant que tout ne s'écroule? Enfin, avec un effort surhumain, Thomas réussit à écarter suffisamment de débris pour créer un passage, juste assez large pour Léo. Le plafond au-dessus d'eux craqua avec un bruit assourdissant, et une pluie de gravats s'abattit, manquant de peu de les ensevelir. « Léo, maintenant !» cria Thomas, sa voix étouffée par le vacarme. Il saisit l'enfant avec une délicatesse inattendue, le glissant avec précaution à travers l'ouverture, le poussant vers l'inconnu, vers l'espoir fragile d'un autre côté. Le petit corps de Léo disparut dans l'obscurité, un instant qui parut une éternité. Thomas, le cœur battant à tout rompre, sentit le sol trembler sous ses pieds. L'immeuble agonisait, le feu dévorait les dernières poutres, et l'eau montait inexorablement. Il devait le suivre, se jeter à son tour dans ce passage étroit, mais le ferait-il à temps, avant que le sous-sol entier ne s'effondre, scellant à jamais leur destin? Le véritable saut dans le vide venait de commencer. Thomas s'engouffra à son tour dans le passage étroit, le corps raclant contre les parois rugueuses et les débris acérés. Chaque mouvement une morsure de douleur dans son dos déjà martyrisé. L'obscurité était totale, seulement percée par le faisceau tremblant de sa lampe frontale qui dansait sur les gravats, et l'eau glaciale qui s'infiltrait. Au-dessus, le grondement de l'effondrement s'intensifiait, comme une bête géante, qui s'apprêtait à dévorer les dernières miettes de l'immeuble. Il sentait Léo, petit et recroquevillé, juste devant lui, sa fragilité, une responsabilité écrasante. L'air, raréfié et saturé de suie, brûlait ses poumons à chaque inspiration, et le voyant rouge de son appareil respiratoire clignotait avec une régularité sinistre, un rappel constant du temps qui épuisait. Allait-il trouver une issue dans ce dédale mortel avant que tout ne s'y écroule? La question, glaciale, lui serra la gorge. Léo, pressé entre les débris et l'humidité, ne pleurait pas, mais Thomas sentait les petits tremblements de son corps, une peur silencieuse qui résonnait dans l'obscurité. Sa main gantée agrippait fermement le bras de l'enfant, un lien vital au milieu du chaos. Thomas se frayait un chemin mètre après mètre, ses genoux s'enfonçant dans la boue glaciale et les gravats coupants. La figurine de pompier, toujours serrée dans la main de Léo, était un symbole poignant, une source de motivation inébranlable pour Thomas, le poussant à ignorer la douleur lancinante et la fatigue abyssale qui menaçaient de le submerger. Il devait le sortir de là, pas seulement pour l'enfant, mais pour exorciser les fantômes de son propre passé. Le temps était plus une mesure, mais une torture, chaque seconde passée ici, réduisant leurs chances de survie à néant. À l'extérieur, Sophie, le visage strié de suie et d'inquiétude, hurlait dans son micro, la voix éraillée par l'urgence. « Tom ? Réponds Tom, situation critique. Le bâtiment est en train de céder, on a des lectures de chaleur insoutenables au sous-sol. » Seuls des grésillements lui répondaient,
le silence radio de Thomas, une lame froide dans son cœur. Elle ordonnait à Antoine de sécuriser le périmètre, son regard balayant la façade noircie, cherchant un signe de vie, une lueur d'espoir. Le poids de la décision, de ne pas envoyer de renfort dans cet enfer, pesait sur ses épaules. Savait-elle que Thomas était là-dedans, affrontant seul les décombres et le feu, ou le considérait-elle déjà comme perdu, un sacrifice nécessaire pour les autres vies? L'impuissance la rongeait, une sensation amère qu'elle connaissait trop bien. Après ce qui sembla une éternité, le passage S élargit légèrement, et Thomas, tirant Léo derrière lui, déboucha dans un espace plus vaste, mais non moins menaçant. C était une sorte de petite cave, un enchevêtrement de vieilles canalisations rouillées et de murs suintants, l'air lourd d'une odeur de moisie et de terre. La lumière de sa lampe révéla un sol inondé, l'eau atteignant déjà ses chevilles, glaciale et sombre. Léo toussa, un petit son étouffé, et Thomas s'empressa de vérifier son état, ses doigts gantés palpant le petit visage maculé de suie. Les yeux de l'enfant étaient grands, mais il respirait, un miracle en soi. L'air ici était un peu moins dense, mais le sifflement de son appareil respiratoire restait une mélodie macabre. Où aller maintenant? Le labyrinthe du sous-sol semblait n'avoir aucune fin. Thomas balaya les murs de sa lampe, cherchant frénétiquement la moindre indication, un signe d'une sortie. Chaque paroi semblait solide, infranchissable, une prison de pierre et de ciment. L'eau montait, glaciale, un nouvel ennemi insidieux qui réduisait leur espace vital. Il tapa sur les murs, écoutant les échos, cherchant une différence de résonance, une faiblesse dans la structure. Son RS épuisait, le voyant rouge clignotant avec une insistance de plus en plus rapide, comme un cœur affolé. Léo, blotti contre lui, tremblait de froid et de peur, mais ses yeux restaient fixés sur Thomas, une confiance enfantine qui était à la fois un fardeau et un moteur. Le temps jouait une symphonie macabre, chaque note un pas de plus vers l'inéluctable, à moins qu'il ne trouve une échappatoire. Soudain, son regard s'arrêta sur un conduit D. Évacuation d'eau usée, large et sombre, dissimulée derrière un vieux tonneau renversé. L'ouverture, à peine visible, semblait mener vers l'extérieur, mais elle était partiellement obstruée par des briques et de la terre. C était leur seule chance, aussi infime soit-elle. Thomas s'approcha, utilisant sa barre de ferraille, pour sonder l'obstacle. Le métal frotta contre la pierre avec un grincement strident, et des morceaux de ciment se détachèrent, révélant un passage étroit et boueux. Le danger était évident, le conduit pouvait s'effondrer, être bloqué plus loin, ou mener à un autre piège. Mais le grondement du feu au-dessus d'eux était devenu un rugissement continu, et la chaleur transperçait le plafond, rendant toute hésitation mortelle. La fatigue et la douleur étaient à leur paroxysme, mais une force nouvelle, alimentée par le regard confiant de Léo, traversa Thomas. Il sentait la petite main de l'enfant glisser dans la sienne, une connexion profonde et silencieuse qui transcendait les mots. C était un rappel de ce qu'il se battait, non seulement pour cet enfant, mais pour une part de lui-même qu'il croyait perdue. Le souvenir de la petite robe rouge, cette fois, ne fut pas un fardeau, mais un moteur, une promesse de ne jamais refaire la même erreur. Thomas, le visage maculé de suie, les poumons brûlants, se pencha vers l'ouverture, son corps tremblant d'effort. Il devait le dégager, pour Léo, pour la rédemption, pour cette étincelle de vie qui refusait de éteindre. Avec un effort surhumain, Thomas dégagea les dernières briques, ouvrant un passage boueux et sombre. L'air qui s'y engouffrait était plus frais, une bouffée d'oxygène pur, au milieu de l'asphyxie. Mais au même instant, un craquement assourdissant déchira le plafond de la cave, et des fragments de poutres calcinées écroulèrent dans l'eau qui montait à présent jusqu'à sa taille. L'immeuble entier gémissait, sonnant le glas de sa destruction finale. « Léo! Vite !» Thomas poussa l'enfant dans le conduit, son petit corps disparaissant dans l'obscurité. Il n'avait plus le temps de réfléchir, le sous-sol entier menaçait de s'effondrer sur eux. Plongerait-il dans les ténèbres, espérant que le conduit les mènerait à la lumière, ou serait-ce la dernière erreur de sa vie? Le destin était suspendu à un fil, aussi fragile que leur survie. Thomas s'engouffra à son tour dans le passage étroit, le corps raclant contre les parois rugueuses et les débris acérés, chaque mouvement une morsure de douleur dans son dos déjà martyrisé. L'obscurité était totale, seulement percée par le faisceau tremblant de sa lampe frontale qui dansait sur les gravats et l'eau glaciale qui s'infiltrait. Au-dessus, le grondement de l'effondrement s'intensifiait, comme une bête géante qui s'apprêtait à dévorer les dernières miettes de l'immeuble. Il sentait Léo, petit et recroquevillé, juste devant lui, sa fragilité une responsabilité écrasante. L'air, raréfié et saturé de suie,
brûlait ses poumons à chaque inspiration, et le voyant rouge de son appareil respiratoire clignotait avec une régularité sinistre, un rappel constant du temps qui épuisait. Allait-il trouver une issue dans ce dédale mortel avant que tout ne s'écroule? La question, glaciale, lui serra la gorge. Léo, pressé entre les débris et l'humidité, ne pleurait pas, mais Thomas sentait les petits tremblements de son corps, une peur silencieuse qui résonnait dans l'obscurité. Sa main gantée agrippait fermement le bras de l'enfant, un lien vital au milieu du chaos. Thomas se frayait un chemin mètre après mètre, ses genoux s'enfonçant dans la boue glaciale et les gravats coupants. La figurine de pompier, toujours serrée dans la main de Léo, était un symbole poignant, une source de motivation inébranlable pour Thomas, le poussant à ignorer la douleur lancinante et la fatigue abyssale qui menaçaient de le submerger. Il devait le sortir de là, pas seulement pour l'enfant, mais pour exorciser les fantômes de son propre passé. Le temps était plus une mesure, mais une torture, chaque seconde passée ici, réduisant leurs chances de survie à néant. À l'extérieur, Sophie, le visage strié de suie et d'inquiétude, hurlait dans son micro, la voix éraillée par l'urgence. « Tom, réponds Tom, situation critique. Le bâtiment est en train de céder, on a des lectures de chaleur insoutenables au sous-sol. » Seuls des grésillements lui répondaient, le silence radio de Thomas, une lame froide dans son cœur. Elle ordonnait à Antoine de sécuriser le périmètre, son regard balayant la façade noircie, cherchant un signe de vie, une lueur d'espoir. Le poids de la décision, de ne pas envoyer de renfort dans cet enfer, pesait sur ses épaules, une chape de plomb. Savait-elle que Thomas était là-dedans, affrontant seul les décombres et le feu, ou le considérait-elle déjà comme perdu, un sacrifice nécessaire pour les autres vies? L'impuissance la rongeait, une sensation amère qu'elle connaissait trop bien. Après ce qui sembla une éternité, le passage élargit légèrement, et Thomas, tirant Léo derrière lui, déboucha dans un espace plus vaste, mais non moins menaçant. Était une sorte de petite cave, un enchevêtrement de vieilles canalisations rouillées et de murs suintants, l'air lourd d'une odeur de moisi et de terre. La lumière de sa lampe révéla un sol inondé, l'eau atteignant déjà ses chevilles, glaciale et sombre. Léo toussa, un petit son étouffé, et Thomas s'empressa de vérifier son état, ses doigts gantés palpant le petit visage maculé de suie. Les yeux de l'enfant étaient grands, mais il respirait, un miracle en soi. L'air ici était un peu moins dense, mais le sifflement de son appareil respiratoire restait une mélodie macabre. Le plafond au-dessus d'eux gémissait, des craquements sinistres les poussant. Où aller maintenant? Le labyrinthe du sous-sol semblait n'avoir aucune fin. Alors que Thomas balayait les murs de sa lampe, cherchant frénétiquement la moindre indication, un signe d'une sortie, il sentit la petite main de Léo se tendre vers un point précis. L'enfant, ses yeux fixés sur un vieux conduit D, évacuation presque entièrement obstruée par une grille rouillée et des gravats, émit un petit son, un murmure qui, était pas un mot, mais une direction. Léo, avec une détermination silencieuse, lâcha la figurine de pompier pour pointer du doigt l'obstacle, comme s'il disait « Par là !» Le petit pompier en plastique roula sur le sol inondé, venant s'arrêter au pied de la grille. Cette preuve d'agence, cette confiance aveugle, transperça Thomas, ravivant en lui une force insoupçonnée. Léo était son guide silencieux, son espoir. Thomas s'agenouilla devant l'ouverture, la rage et la détermination décuplées par le geste de Léo. La grille rouillée était soudée par la corrosion et les débris, mais Thomas n'avait plus le choix. Il saisit la barre de ferraille et commença à frapper avec une violence désespérée, chaque coup résonnant comme un glas dans l'espace confiné. Des étincelles jaillirent, le métal hurlait sous l'impact, et ses muscles protestaient, déchirés par l'effort. Le voyant d'air clignotait frénétiquement, l'eau montait jusqu'à sa taille, glaciale et implacable, et le grondement du feu au-dessus était devenu un rugissement continu, la structure entière gémissant, prête à céder. Il sentait la présence de Léo derrière lui, un petit corps fragile, et la promesse silencieuse de ne pas l'abandonner. Avec un dernier cri de rage, Thomas réussit à arracher la grille, un morceau de fer tordu cesse, écrasant dans l'eau avec un grand fracas. Une bouffée d'air frais, pur et vivifiant, les frappa. Une odeur d'humus et de pluie, une promesse de l'extérieur. Juste au moment où Thomas tirait Léo à travers l'ouverture, un craquement assourdissant déchira le sous-sol. Le plafond s'effondra dans un rugissement de flammes et de débris, l'eau jaillissant en un geyser chaotique. À l'extérieur, Sophie, alertée par l'explosion, vit une silhouette émerger de l'obscurité, tirant un petit corps. « Thomas ? Léo !» hurla-t-elle, sa voix brisée par le soulagement et l'horreur, les secouristes se précipitant vers eux dans un balai frénétique. Le sauvetage était terminé, à la limite de l'impossible.
Thomas s'effondra sur le sol boueux de l'extérieur, Léo blotti contre lui, tremblant, mais en sécurité. L'air frais piquait ses poumons endoloris, et la lumière blafarde des projecteurs lui brûlait les yeux. Il sentait le poids de son équipement, de la fatigue, et l'adrénaline se dissipant, laissant place à une douleur lancinante dans chaque fibre de son corps. Sophie se précipita, son visage maculé de suie, les yeux brillants de larmes de soulagement et d'une tendresse qu'il n'avait jamais vue. Elle s'agenouilla près de lui, posant une main légère sur son épaule, son regard scrutant le petit visage de Léo. « Il est sauf, Thomas !» murmura-t-elle, sa voix rauque de émotion. Un vrai miracle. Les secouristes s'occupèrent de Léo, tandis que Thomas, les yeux fixés sur l'enfant, sentait une paix fragile l'envahir. C'est alors que la grand-mère de Léo, le visage ravagé, s'approcha, ses mots déroutant le pompier épuisé. Léo, il ne parle pas. Il n'a jamais dit un mot, depuis sa naissance. Les mots de la grand-mère, prononcés d'une voix brisée mais claire, frappèrent Thomas comme une onde de choc, plus puissante que n'importe quelle explosion de gaz. Il la regarda, atterré, le bruit du monde extérieur s'estompant autour de lui. Le silence de Léo N était pas de la peur, pas de la sidération, mais une condition permanente. Chaque interaction passée avec l'enfant, chaque geste, chaque regard, prit soudain un sens nouveau, une profondeur insoupçonnée. Ce petit bras tendu dans la fumée, la main serrant sa figurine de pompier, le doigt pointant l'issue dans l'obscurité du sous-sol. Tout s'expliquait, et en même temps tout devenait plus mystérieux. Comment un enfant si jeune, sans un mot, avait-il pu faire preuve d'une telle résilience, d'une telle agence face à l'horreur absolue? La fatigue s'effaça un instant, remplacée par une stupeur silencieuse et une admiration mêlée de culpabilité. Son esprit, malgré l'eau, épuisement, s'emballa, rejouant chaque instant passé avec Léo. La petite main agrippée à son doigt, ce contact électrique, le regard confiant même dans le chaos. Le fait qu'il n'ait pas pleuré, pas crié, avait été interprété comme un choc, une terreur muette. Mais C était bien plus. C était une force, une adaptation silencieuse à un monde qui ne répondait pas à ses paroles. La figurine de pompier, symbole d'innocence et de vulnérabilité, devenait aussi celui d'une résilience farouche. La vieille blessure de Thomas, celle de la petite fille perdue, se tordit en lui. Avait-il, en sauvant Léo, non seulement réparé une partie de son passé, mais aussi appris une leçon inestimable sur la nature de la force humaine? Ce silence, l'avait-il sous-estimé? Les secouristes s'affairaient autour de Léo, l'enveloppant dans une couverture de survie, le préparant à être transporté. L'enfant, blotti sur la civière, tourna la tête. Ses grands yeux noirs se posèrent sur Thomas, un regard profond, sans mots, mais chargé d'une gratitude et d'une connexion qui transperçait l'âme du pompier. Thomas hocha lentement la tête, un mouvement à peine perceptible, mais empli d'une compréhension nouvelle. Un léger sourire étira ses lèvres maculées de suie. Un sourire qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, authentique, teinté d'une paix fragile. Le miracle N était pas seulement d'avoir survécu, mais d'avoir trouvé, dans le silence de cet enfant, une résonance inattendue, une étincelle de vie qui refusait de éteindre. Qu'allait devenir ce lien silencieux? Sophie s'approcha alors, son visage habituellement stoïque, marqué par la fatigue et le soulagement. Ses yeux, brillant d'une émotion contenue, rencontrèrent ceux de Thomas. Elle posa une main légère sur son bras, un contact qui n'avait rien de professionnel, mais tout d'une tendresse rare et d'une complicité forgée dans les flammes. « Tu m'as fait peur, Tom, » murmura-t-elle, sa voix rauque, un mélange de reproche et d'admiration. « Mais tu l'as fait, encore une fois. » Thomas ne répondit pas, se contentant de serrer un instant sa main sur la sienne. Dans ce geste, il y avait le poids de leur histoire, la reconnaissance mutuelle de leurs failles et de leurs forces, et un respect qui dépassait les ordres et les protocoles. Une question silencieuse flottait dans l'air, non pas sur le passé, mais sur ce que l'avenir leur réservait après cette nuit. Le regard de Sophie, empreint d'une compréhension tacite, traversa Thomas. Elle savait ce qui le rongeait, la cicatrice invisible qu'il portait. Ces mots n'avaient pas besoin être explicites. L'intensité de leur échange, la chaleur qui émanait de sa main posée sur son bras, en disaient plus long que n'importe quel discours. Il y avait dans son regard une acceptation de sa folie, de cette désobéissance salvatrice, et une admiration non dissimulée. Était un moment suspendu, un espace où la ligne entre le professionnel et le personnel s'estompait, laissant entrevoir une connexion plus profonde, une étincelle de romance subtile, respectueuse de la gravité de l'instant. Thomas sentit son cœur se gonfler d'une émotion douce, presque étrangère, mais profondément bienvenue. Cette fois, Ilven était pas seul à porter le poids de ses démons.
Des secouristes l'aidèrent à se relever, le guidant vers une ambulance où un médecin évalua son état. L'odeur d'antiseptique et le froid stérile de la civière contrastaient violemment avec l'enfer qu'il venait de quitter. Chaque muscle de son corps hurlait, l'adrénaline se dissipant pour laisser place à une douleur lancinante, mais l'esprit de Thomas était étonnamment clair. La vieille blessure, cette cicatrice émotionnelle, n'était pas effacée, mais elle semblait moins vive, moins corrosive. La leçon silencieuse de Léo, la résilience de cet enfant sans voix, avait semé une graine de paix en lui. Il avait défié la mort, désobéi aux ordres, mais il avait sauvé une vie, et ce faisant, il avait peut-être commencé à se sauver lui-même. Mais ce soulagement était-il durable? Ou était-ce qu'une trêve éphémère, avant que les fantômes ne reviennent le hanter? Allongé dans l'ambulance, le silence était une bénédiction, seulement brisé par le bip régulier des moniteurs et les murmures étouffés des soignants. Thomas sentit sa main s'ouvrir, et la petite figurine de pompier maculée de suie y apparut. Il la serra doucement. Léo. L'enfant muet qui avait montré le chemin, dont le silence avait été une force insoupçonnée. Comment avait-il su? Était-ce une intuition, une connexion au-delà des mots, ou simplement le hasard? Le mystère de Léo et de sa survie restait entier, une énigme fascinante. Mais une chose était certaine. Léo avait allumé une nouvelle étincelle en Thomas, une fragile promesse que, malgré les ombres du passé, un avenir de rédemption et de sens était encore possible. Le jour commençait à se lever, peignant le ciel de teintes pastel qui contrastait avec la façade noircie de l'immeuble. La fumée se dissipait lentement, laissant derrière elle une odeur de cendre et de faim. Thomas regarda par la fenêtre de l'ambulance, son regard croisant celui de Sophie au loin. Elle était debout, donnant des ordres, mais elle tourna la tête vers lui, un dernier regard partagé, une promesse silencieuse de se revoir. Qu'adviendrait-il de Léo, le petit héros silencieux? Et de Thomas, le pompier brisé par le passé, mais ranimé par une nouvelle flamme d'espoir? La nuit avait été longue, mais elle avait ouvert la voie à un lendemain incertain, porteur de nouvelles questions et de la douce possibilité d'un nouveau départ.